Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot que tous les fans de sport connaissent, mais qu'on comprend peut-être mal, l'agilité. Ah oui, On imagine tout de suite un joueur qui change de direction à toute vitesse, qui slalome entre des plots. Mais si je vous disais que la vraie agilité, celle qui fait la différence en match, n'a presque rien à voir avec ça. c'est une science bien plus complexe et franchement beaucoup plus passionnante. Absolument. Et pour explorer ça, on a une base très solide. Oui, une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui compile et analyse des dizaines d'autres études. L'article s'intitule Optimizing Agility Training in Team Sport Players: The Role of Perception Action Coupling. Un long titre. Oui, un peu long, mais le sous-titre est clé. C'est une revue systématique avec méta-analyse à plusieurs niveaux. Elle a été publiée en 2026 dans le Journal of Sport Science and Medicine par Jiwei Zhao, Yuang Liu et Kai Zhu. Et notre but, c'est de décortiquer ce travail pour en tirer le jus, l'essentiel, pour quiconque s'intéresse à la performance. Exactement. Parfait. Alors, pour bien commencer, il faut qu'on soit tous d'accord sur les termes. C'est quoi l'agilité selon cette étude? Et c'est vraiment la base de tout. Si on ne part pas de la bonne définition, tout le reste est faussé. L'article insiste sur une définition très précise. L'agilité est un mouvement rapide de tout le corps impliquant des changements de vitesse ou de direction. En réponse à un stimulus. Voilà. Cette dernière partie, en réponse à un stimulus, change absolument tout. Attendez, ça veut dire que l'exercice classique, celui qu'on voit partout, où un athlète court en zigzag entre des cônes sur un parcours qu'il connaît par cœur, Ce n'est pas de l'agilité. ce n'est pas de l'agilité. Exactement. L'article met un nom là-dessus. C'est du changement de direction, ou COD en anglais, Change of Direction. C'est une compétence physique pure, une action motrice que tu as planifiée à l'avance. D'accord. C'est utile, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. La véritable agilité, celle qu'on voit en match, c'est ce que les auteurs appellent le couplage perception-action. Couplage, perception, action. Expliquez-nous ça. C'est l'idée que l'action, donc le mouvement, est indissociable de la perception, c'est-à-dire de ce que l'athlète voit, entend, anticipe. D'accord. En plein match, un joueur ne court pas entre des cônes immodules. Il réagit à la feinte d'un adversaire, à la passe d'un coéquipier, à la trajectoire du ballon. Il doit percevoir l'information, la traiter en une fraction de seconde, prendre une décision et ensuite exécuter le mouvement. C'est cette boucle complète. C'est cette boucle complète qui est la véritable agilité. D'ailleurs, une des grandes critiques de l'étude, c'est que la recherche a trop souvent confondu ces deux concepts. On mesurait le changement de direction en pensant mesurer l'agilité. Donc, si je comprends bien, on pourrait avoir un joueur qui est une fusée sur un parcours de cône, mais qui... Mais qui, sur le terrain, est toujours en retard parce qu'il n'arrive pas à lire le jeu. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, vous mettez le doigt sur le problème du transfert. La question n'est pas d'être bon à l'entraînement, mais d'être bon en match. Et cette étude s'est justement demandé si on entraîne spécifiquement cette boucle perception-action, est-ce que ça marche vraiment ? La question à 1 million. Alors, quel est le verdict de cette méta-analyse qui a passé au crible 28 études? Le verdict est clair, c'est un grand oui. L'analyse quantitative, qui a regroupé les données de 755 participants, montre que ce type d'entraînement a un effet important sur les tests d'agilité réactive. L'agilité réactive, donc les RAT, Reactive Agility Test. C'est ça, ce sont des tests où l'athlète doit réagir à un signal imprévisible, comme une lumière qui s'allume ou un entraîneur qui pointe une direction. L'ampleur de l'effet, une mesure statistique, est de 0,65. Ce qui est considéré comme un effet large. Oui, en clair, ça fonctionne, et ça fonctionne bien. D'accord, c'est logique. On entraîne une compétence réactive, on s'améliore sur les tests réactifs, mais est-ce que ça a aussi un impact sur les autres qualités? Par exemple, est-ce que ça rend les joueurs meilleurs sur les fameux exercices de cône? Bonne question. Et la réponse est intéressante. Oui, mais de façon plus modérée. Il y a bien une amélioration sur les tests d'agilité préplanifiés, les PAT, mais l'effet est moins grand. D'accord. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde les tests de temps de réaction purs et simples. Où on mesure juste la vitesse de réaction brute. Voilà, où on appuie sur un bouton quand une lumière s'allume. Là, l'effet n'était pas statistiquement significatif. Ah ça, c'est un point crucial. Ça veut dire que cet entraînement ne rend pas simplement les réflexes plus rapides, il améliore la capacité à intégrer une information dans un mouvement complexe. C'est tout à fait ça. On n'améliore pas une seule pièce du moteur, on améliore la transmission, la façon dont tout fonctionne ensemble. C'est la meilleure analogie possible. L'agilité n'est pas une somme de compétences isolées, c'est une compétence intégrée. Et cet entraînement la cible précisément.
Je vois. C'est un peu comme apprendre à conduire. Au début, on pense à chaque action séparément. Un conducteur expérimenté, lui, fait tout ça en un seul mouvement fluide. En réaction au feu qui passe au vert. Exactement. L'entraînement de l'agilité réactive, c'est passer du stade de débutant à celui de conducteur expérimenté. D'accord, donc on sait que la méthode fonctionne. Mais est-ce qu'elle fonctionne pour tout le monde de la même manière? L'étude a regardé des modérateurs, c'est ça? Oui, des facteurs qui peuvent changer la donne. Et c'est là qu'on tombe sur un résultat assez contre-intuitif. C'est-à-dire? Les effets les plus importants ont été observés dans deux groupes très différents. Les athlètes juniors, donc les 11-14 ans, et les athlètes de niveau national ou élite. C'est fascinant, cette courbe en U. On a les plus jeunes d'un côté et les plus expérimentés de l'autre. Comment les chercheurs expliquent ça? L'article propose une hypothèse très plausible. Pour les juniors, leur corps est en plein développement. C'est une période de grande plasticité où les adaptations à l'entraînement sont souvent très rapides et prononcées. Ils progressent sur tous les tableaux, en quelque sorte? C'est ça. Pour les athlètes de niveau élite, c'est une autre histoire. Physiquement, ils sont déjà proches de leur plein potentiel. Ils vont pas gagner beaucoup en vitesse pure. Non. Leurs gains viennent donc d'ailleurs, du perfectionnement de leurs compétences perceptivo-cognitives. Ils apprennent à mieux lire le jeu, à anticiper plus vite, à prendre de meilleures décisions. Donc cet entraînement vient nourrir précisément ce qui leur permet de garder une longueur d'avance. Tout à fait. Et il y a un troisième groupe, d'ailleurs, les athlètes dits en développement, de niveau local, qui ont montré des progrès moins marqués. L'entre-deux. Voilà, peut-être parce qu'ils sont dans cet entre-deux, où ni le développement physique rapide, ni la base cognitive de l'élite ne sont pleinement en jeu. On a parlé d'âge et de niveau, mais ces groupes étaient majoritairement masculins, si je ne me trompe pas. Oui. L'étude a-t-elle pu examiner si ces résultats s'appliquent aussi aux athlètes féminines? Et là, vous touchez à une des limites majeures de la recherche actuelle, et les auteurs sont très clairs là-dessus. Les études sur des athlètes féminines ou sur des groupes mixtes sont extrêmement rares. Ah oui, La très grande majorité des données vient du football et du basketball masculin. Du coup, il est scientifiquement impossible de généraliser ces conclusions aux femmes. c'est un vrai problème. C'est un véritable appel du pied à la communauté scientifique pour qu'elle produise plus de recherches inclusives, parce que pour l'instant, on navigue un peu à vue. C'est noté. Ok. On sait que ça marche, surtout pour les jeunes et l'élite. Mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Combien de temps? Combien de fois par semaine? Ah, la recette idéale. Oui, les entraîneurs qui nous écoutent doivent se poser la question. L'étude s'est penchée sur cette relation dose-réponse et les résultats sont pleins d'enseignements. Prenons d'abord la durée totale du programme. En semaine. Oui, et on pourrait penser que plus c'est long, meilleur c'est. Mais ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas une relation linéaire. Pas du tout. L'analyse montre que le pic d'amélioration est atteint autour de 7 à 8 semaines. Au-delà, les progrès semblent stagner. On atteint un plateau. C'est ça. Cela suggère que des cycles d'entraînement courts et ciblés sont peut-être plus efficaces qu'un travail continu sur toute une saison. Mais est-ce que ce plateau est vraiment un arrêt de la progression ou est-ce que les tests ne sont plus assez sensibles pour mesurer les gains plus fins? C'est une excellente remarque. L'étude ne peut pas répondre définitivement, mais elle soulève l'hypothèse de la monotonie de l'entraînement. Faire les mêmes exercices pendant trop longtemps peut diminuer la stimulation. Et donc, l'adaptation. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour un coach, l'idée de planifier des blocs de 7-8 semaines est une information très concrète. Très clair. Et à l'intérieur de ce bloc, à quelle fréquence faut-il s'entraîner? Là, la relation est différente. Elle est linéaire et positive. Donc, plus on en fait, mieux c'est. En d'autres termes, oui. Les études qui prévoyaient plus de 3 séances par semaine ont montré des gains supérieurs. Il vaut donc mieux faire plusieurs petites séances qu'une seule grosse. Ce qui nous amène à la durée de chaque séance. 20 minutes, 1 heure. La plupart des études qui ont eu des effets positifs utilisaient des séances d'environ 20 à 25 minutes. Et quelle est l'hypothèse derrière ça, Eva? La fatigue mentale, tout simplement. Ce type d'entraînement est extrêmement exigeant pour le cerveau. Des séances trop longues pourraient fatiguer le système nerveux, et quand le cerveau est fatigué, l'apprentissage diminue. Donc si on résume la recette, ça donnerait des cycles de 7-8 semaines, à l'intérieur de ces cycles des séances fréquentes, plus de 3 fois par semaine, mais courtes et intenses, autour de 20-25 minutes. C'est une excellente synthèse des tendances qui se dégagent des données. C'est un cadre de travail très utile. On a beaucoup parlé de répondre à un stimulus. C'est le cœur du réacteur. Mais quel type de stimulus est le plus efficace? Est-ce qu'il vaut mieux faire réagir un athlète à des lumières, à une vidéo ou à un vrai partenaire? Alors là, on arrive au résultat le plus paradoxal de l'étude. De manière assez surprenante, les données brutes montrent que les stimuli visuels génériques, comme des lumières qui s'allument, Les systèmes de type FIT Light, ce genre de choses?
Oui, voilà. Ce sont ceux qui ont produit les gains les plus importants dans les tests. Attendez, ça me surprend. On voit des clubs investir des fortunes là-dedans, mais ça semble totalement déconnecté de la réalité d'un match. Comment un athlète qui apprend à réagir à une LED peut devenir meilleur pour lire une feinte de corps? Ça n'a pas de sens. C'est exactement la critique que formulent les auteurs, et c'est un point crucial. Ils appellent ça un manque de validité écologique. Logique. Bien que ces lumières soient fantastiques pour l'entraînement, c'est facile à mesurer, à contrôler, elles ne reproduisent pas les indices pertinents d'une situation de jeu. Dans un match, on réagit à la posture d'un adversaire, à l'orientation de ses hanches. Des choses qui permettent d'anticiper. Tout à fait. Une compétence que les lumières n'entraînent pas du tout. Donc on a d'un côté une méthode qui donne de super résultats sur les tests, et de l'autre, une méthode plus logique pour le match. Que doit faire un entraîneur face à ce dilemme? Jeter la technologie à la poubelle? Non, et c'est ça qui est malin dans la conclusion de l'article. Ils ne disent pas de choisir l'un ou l'autre, mais de les combiner intelligemment. Ils suggèrent une approche stratégique et périodisée. C'est-à-dire? Par exemple, utiliser les stimuli lumineux hors saison. C'est excellent pour travailler la vitesse de prise de décision brute. Puis, à mesure que la compétition approche, il faut passer à des stimuli de plus en plus spécifiques. Des vidéos et surtout des exercices avec des partenaires humains. Pour garantir le transfert des compétences vers le match. C'est ça. C'est une approche beaucoup plus nuancée, ne pas opposer les outils, mais les utiliser au bon moment pour développer différentes facettes de la performance. Précisément. L'un pour la vitesse de réaction, l'autre pour la qualité de la lecture du jeu. Les deux sont des composantes de l'agilité. Faisons le point. On a commencé par redéfinir l'agilité non pas comme un simple changement de direction. Mais comme un cycle perception, décision, action. On a vu que l'entraînement de ce cycle fonctionne très bien, surtout chez les plus jeunes et l'élite. On a même une esquisse de recettes, des cycles courts, des séances fréquentes et brèves. C'est ça. Et enfin, on comprend mieux comment choisir le bon outil, le bon stimulus au bon moment. Le fil rouge de tout ça, c'est vraiment l'importance capitale de ce fameux couplage perception-action. On ne peut plus penser l'entraînement comme une simple préparation physique isolée du cognitif. Il faut entraîner le corps et le cerveau ensemble. Ensemble, dans des situations qui forcent cette boucle à tourner de plus en plus vite et de mieux en mieux. Pour conclure, je repense à cette idée de plateau après 8 semaines attribuée à la monotonie de l'entraînement. Ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. Je vous écoute. Dans la quête de la performance, on se concentre souvent sur le quoi et le comment. Mais peut-être que l'art de l'entraîneur réside aussi dans sa capacité à introduire juste assez de variété, de nouveautés, pour que le corps et l'esprit ne cessent jamais de devoir s'adapter. C'est un excellent point. L'agilité, cette étude le prouve, est autant une affaire de cerveau que de muscles. Stimuler les deux de manière créative est sans doute la clé de la progression à long terme. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et se plonger dans les détails de cette méta-analyse, on recommande évidemment la lecture de l'article original. Je rappelle le titre: Optimizing Agility Training in Team Sport Players, The Role of Perception Action Coupling. Publié dans le Journal of Sport Science and Medicine, c'est une lecture dense, c'est vrai, mais pour un coach, un préparateur physique ou un athlète curieux, c'est une mine d'or. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations en profondeur, pensez à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve